10 000 € sur ton compte en banque et tu ne sais pas trop quoi en faire, alors cette vidéo est clairement pour toi. Parce qu'avec ces 10 000 €, il y a deux scénarios possibles. Soit tu les laisses dormir sur un compte et tu perds de l'argent chaque année à cause de l'inflation, soit tu mets en place une stratégie d'investissement simple, sans prise de tête, et ces 10 000 € peuvent devenir des centaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus avec le temps, ce qui peut complètement changer ta vie. 10 000 €, ce n'est pas encore l'indépendance financière, on est d'accord, mais c'est largement suffisant pour enclencher quelque chose de sérieux, à condition de savoir quoi faire. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Certains laissent cet argent sur un livret qui ne rapporte presque rien, d'autres les confient les yeux fermés à leur banquier en espérant que ça fasse le boulot. Résultat, des années passent et des milliers d'euros s'envolent sans même s'en rendre compte. Ça fait 10 ans que j'investis, j'ai investi dans beaucoup de choses, je me suis formé, j'ai essayé plusieurs stratégies par moi-même, j'ai appris de mes erreurs. Alors je vais te montrer comment j'investis 10 000 € aujourd'hui avec des choix concrets et surtout sans tomber dans les pièges classiques. Je te dévoile ma stratégie de la fusée, une méthode en 4 étapes pour sécuriser, propulser et booster ton épargne, même si tu n'y connais rien aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les chiffres réels. Combien ces 10 000 € peuvent devenir dans 20 ou 30 ans grâce aux intérêts composés. Alors, t'es prêt ? On décolle. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, on me pose souvent la même question. Quelle stratégie suivre? Avant de parler technique, on doit clarifier 3 choses, sinon tu vas droit dans le mur. En 1, tes objectifs. Savoir ce que tu attends réellement de cet argent. Vouloir investir sans objectif, c'est comme essayer de construire une maison sans plan. Tu peux empiler des briques, mais sans vision d'ensemble, la maison risque d'être instable ou d'absolument pas correspondre à tes besoins futurs. Alors prends un instant pour réfléchir à quelques questions. Pourquoi tu veux investir ces 10 000 €? Chacun a son objectif. Ça peut être devenir indépendant financièrement, financer un achat important comme un appartement ou une maison. Ça peut être aussi préparer la retraite ou même tout simplement financer les études de tes enfants. Ton objectif t'appartient et tu peux évidemment en avoir plusieurs, mais ils sont personnels. En 2, c'est l'horizon de placement qui est aussi lié à ton objectif. Est-ce que tu as besoin de l'argent à court terme, à moyen terme ou à long terme? Si tu vises un revenu stable dans moins de 10 ans, il faudra limiter le risque. Si tu as 15-20 ans devant toi, tu peux aller chercher quelque chose avec plus de performance, avec des actifs plus dynamiques. Et si tu souhaites ne jamais y toucher, mais transmettre ce capital plus tard, la stratégie sera encore différente. C'est ici que tu dois déterminer ton profil d'investisseur. Et ça, c'est le 3e point. Acceptes-tu de voir ton capital reculer pendant une crise en sachant qu'il peut rebondir? Es-tu plutôt du genre à paniquer ou à garder ton sang-froid? As-tu d'autres économies à côté où il s'agit de ton seul capital? Ces éléments, ce sont tes indicateurs. Ils te permettent de choisir les bons actifs pour atteindre ton objectif. Une stratégie d'investissement, ce n'est rien d'autre qu'un chemin vers un objectif bien défini. Et si tu as un plan solide et que tu t'y tiens, l'investissement devient très facile, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Ce qui est certain, c'est que si tu laisses ton argent sur ton compte en banque, l'inflation va manger tes économies petit à petit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Si tu gardes 10 000 € en banque, tu vas avoir exactement la même somme sur ton compte en banque après un an. Par contre, ce que tu pourras acheter avec cette somme aura baissé. Avec l'inflation, les prix augmentent chaque année. Donc oui, tu as certes 10 000 € sur ton compte, mais ton pouvoir d'achat a baissé. En ce moment, on est dans une période d'inflation forte, aux alentours de 3 à 4%. Ça veut dire concrètement que chaque année, les prix augmentent de 3 à 4%. Alors il faut au moins que tes placements te rapportent le même taux que l'inflation, sinon tu es clairement perdant. Aussi, n'oublie pas une chose, lorsque ton banquier t'appelle pour un placement, c'est qu'il a quelque chose à te vendre. Et il te vend quelque chose parce qu'il va toucher une commission dessus. Et ça, c'est un point très important. Ne te jette pas sur n'importe quelle opportunité, prends le temps d'y réfléchir. D'ailleurs, vaut-il mieux se faire accompagner pour investir quand on n'y connaît rien? Alors là, encore une fois, attention, parce que la plupart des conseillers sont aussi rémunérés en commission. Même si toi, tu ne payes rien, les conseillers vont essayer de te vendre ce qui leur rapporte le plus de commission. Et ce n'est pas forcément le meilleur placement non plus. D'après moi, pour investir tes premiers 10 000 €, tu n'as pas besoin de te faire accompagner. Aujourd'hui, toute la connaissance est disponible gratuitement sur Internet. Tu as des chaînes YouTube qui sont incroyables. Oui, comme Guillaume t'explique, bien entendu,
Mais tu as aussi des forums, des sites internet. En gros, investir aujourd'hui, cela n'a jamais été aussi facile. Avec ton téléphone, en quelques clics, tu peux ouvrir un PEA, acheter des ETF, acheter de l'or, acheter de l'immobilier. Donc, si tu veux commencer à investir, la réalité, c'est qu'il vaut mieux te former et prendre quelques heures pour acquérir les connaissances de base et ensuite tu passes à l'action. C'est pour cela que dans toute stratégie d'investissement, il y a plusieurs paliers à franchir. Pour que tu comprennes bien, on va utiliser ma stratégie de la fusée. Une fusée, ça ne se construit pas n'importe comment. Il faut respecter des étapes précises pour qu'elle décolle sans exploser en vol. On va la construire progressivement ensemble, cette fusée. Tu verras, c'est simple et tu comprendras très vite où je veux en venir avec l'investissement. Tout d'abord, il faut construire la base, les fondations si tu veux. En finance, on appelle ça le matelas de sécurité. Donc concrètement, tu vas mettre entre 3 et 6 mois de dépenses courantes sur un livret qui va être 100% sécurisé et disponible à tout moment. Pour ça, le livret idéal, c'est le livret A. Parce qu'en réalité, avec un plafond de 29 950 €, tu as quand même beaucoup de marge avant d'avoir 6 mois de dépenses dessus. Donc ça fait très bien le boulot. Oui, tu ne vas pas devenir riche avec un livret A, mais encore une fois, c'est le matelas de sécurité. Encore mieux que le livret A, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Le LEP, c'est le seul livret qui te permet de vraiment annuler l'inflation, parce que son taux de rendement est indexé sur l'inflation en cours en France. Malheureusement, le LEP n'est pas pour tout le monde. Il y a certains critères qui rentrent en compte, comme le montant total de tes revenus. Le LEP a en fait été mis en place pour les revenus modestes. Je te mets un lien en description si tu veux vérifier ton éligibilité. Si c'est le cas, tu peux appeler ta banque ou aller sur ta banque en ligne pour ouvrir un compte en quelques clics. Donc, avec tes 10 000 €, tu dois certainement mettre au moins 30% sur ce matelas de sécurité. Pour moi, c'est 3 000 €. C'est vraiment la base et il ne faut surtout pas la sous-estimer. S'il t'arrive un pépin, une voiture qui tombe en panne, une facture que tu n'avais pas anticipée, tu peux taper là-dedans et laisser les autres investissements tranquilles. Une fois que tu as cette base solide en place, tu peux commencer à t'attaquer au moteur de la fusée et à l'habitacle. C'est le cœur de la machine. C'est ça qui va te propulser vers la richesse sur 10, 15 ou 20 ans. Ici, beaucoup font l'erreur d'essayer de bricoler un moteur eux-mêmes. Ils ont entendu parler de la bourse, ils ont acheté des actions à la mode ou des actions coup de cœur comme Tesla, LVMH, un peu de Nvidia. En termes financiers, c'est ce qu'on appelle du stock picking. Tu choisis quelques actions, peut-être un peu au hasard, en espérant que ces actions vont continuer à grandir dans le temps. Le problème, 95% des professionnels n'arrivent pas à battre le marché. C'est l'étude Spiva qui le prouve chaque année. Elle montre en fait depuis des années que 90 voire 95% des gérants professionnels, donc des analystes avec des traders qui passent leur journée entière à analyser des boîtes, à rencontrer les patrons, n'arrivent pas à faire mieux que le marché. Donc si des pros n'y arrivent pas, moi personnellement, franchement, je m'embête pas. Si tu as déjà regardé mes autres vidéos, tu sais déjà que j'aime beaucoup plus les choses simples en investissement. Moi, je préfère m'orienter vers une approche qui est passive et qui consiste à acheter le marché. C'est mon carburant principal pour ma fusée. Pour ça, il y a une solution qui est magique et qui s'appelle les ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est? Tout simplement des instruments cotés en bourse qui peuvent s'acheter et se vendre comme des actions. Mais au lieu d'acheter une action d'une entreprise, les ETF te permettent d'acheter un panier de centaines, voire de milliers d'actions d'un coup. Tu as sûrement déjà entendu parler du S&P 500 ou du MSCI World. Le S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, tandis que le MSCI World regroupe des milliers d'entreprises des pays développés. La beauté des ETF, c'est que les frais sont faibles et tu peux commencer à investir avec de très petites sommes. 50 €, c'est déjà un bon début. C'est aussi pour ça que très certainement, conseiller bancaire ne t'en a jamais parlé, parce qu'il n'y a pas de commission sur les ETF. Bon, pour moi, les ETF, c'est une bonne façon d'investir de manière passive et d'acheter un panier d'actions très diversifié. Tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi les rendements? Alors, le S&P 500 rapporte en moyenne 10% sur les 100 dernières années. Ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est qu'il y a des années fastes où le marché a beaucoup augmenté, mais il y a aussi eu des années de crise où le marché va énormément perdre. C'est aussi ça la bourse, c'est qu'en moyenne, ça monte parce que l'économie croît, mais sur des années de crise, le marché peut énormément baisser. Et pendant une crise financière, typiquement, par exemple en 2008, c'était moins 40% sur une année. Donc forcément, il faut avoir les reins solides pour pouvoir encaisser une moins-value. C'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas appuyer sur le bouton « Vendre ». Il ne faut pas paniquer. Et crois-moi,
c'est plus facile de le dire que de le faire. Dans ta vie d'investisseur, tu passeras par des crises du marché. Et quand tu vois tes 10 000 € fondre en miettes en quelques jours, franchement, c'est naturel de paniquer. Alors, il y a énormément d'ETF aujourd'hui. Il y a des ETF qui se focalisent sur un secteur, comme par exemple la technologie ou la santé. Il y a des ETF géographiques qui se focalisent que sur l'Europe, que sur l'Asie, que sur les États-Unis ou alors les pays émergents. Et il y a aussi des ETF de matières premières sur l'or ou sur l'argent. On appelle ça d'ailleurs des ETC. Ça peut devenir compliqué. Alors encore une fois, pour ton moteur, pars sur quelque chose de simple et fiable. Pour moi, c'est soit du S&P 500, soit du MSCI World. Et comment on investit dans les ETF? En fait, tu as 3 options. Soit par le compte titres, donc ça c'est des courtiers en ligne, il y en a plein qui te permettent d'acheter des actions, des obligations et donc des ETF. Tu as aussi le PEA et l'assurance vie. Vu qu'on a seulement 10 000 € à investir, le plus intéressant c'est de loin le PEA. Pourquoi? Parce qu'en fait, un PEA, chez une banque en ligne, il n'y a pas de frais et surtout, tu as un avantage fiscal qui est vraiment important, surtout en France. Parce que tu n'as pas d'imposition sur les plus-values si tu gardes le PEA plus de 5 ans sans retirer de fonds. Alors maintenant qu'on a choisi l'ETF pour notre moteur, on va se poser la question de combien investir et faut-il tout mettre d'un coup. Pour moi, c'est 45% investi sur le moteur. Encore une fois, c'est le cœur de mes investissements. On parle donc de 4 500 €. Mais attention, ne mets surtout pas tout d'un coup. J'investis une petite somme tous les mois. Ça, c'est une autre erreur classique. On se dit qu'on a un peu d'argent de côté, alors autant investir tout d'un coup. Oui, mais si le marché chute d'un coup demain, tu auras investi au plus mauvais moment. Et en fait, il est impossible de prédire le marché. C'est pour ça que beaucoup parlent de méthode de lissage ou de DCA pour un terme un peu plus technique. Bon, en bref, tu investis tous les mois, quoi qu'il arrive. Tu mets en place un virement automatique que tu peux faire en 2-3 clics sur ton téléphone et tu commences à investir de manière régulière. Étale tes investissements sur 6 ou 12 mois, tu dormiras beaucoup mieux la nuit sans stress. C'est ce que moi, je recherche en tout cas dans l'investissement. Aussi, une fois que j'achète mes ETF, je m'y tiens sur le long terme. Je ne revends pas sur le court terme pour générer un profit immédiat. C'est ce qu'on appelle en anglais la stratégie buy and hold. Le souci avec un moteur de fusée, c'est que ça vibre beaucoup. La bourse, ça monte, ça descend, ça peut faire moins 20% en une semaine. Pour éviter que ta fusée ne parte en vrille et que tu paniques, on doit y ajouter d'autres pièces, des stabilisateurs, des ailerons ou une fenêtre. C'est l'étape de la stabilisation et de la diversification. Et ça, c'est la règle d'or en investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Diversifier tes investissements te permet de limiter les risques liés à l'investissement. Les ETF MSCI World ou S&P 500 sont principalement des actions. Et si le marché se casse la figure, tu vas voir, ça fait quand même très mal à ton portefeuille. Alors, pour stabiliser tes investissements et donc ta fusée, on va chercher d'autres classes d'actifs. En 1, on a l'immobilier. C'est la pierre, c'est solide, c'est tangible et les loyers tombent régulièrement. Mais bon, avec 10 000 € en poche, soyons réalistes, tu ne vas pas acheter un appartement. La solution, la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est de la pierre papier. Tu achètes des parts d'immeubles, de bureaux, de commerce ou de logistique et des pros gèrent tout. Locataires, travaux et loyers. Et toi, tu touches tes loyers et donc tes revenus tous les mois ou tous les trimestres. Il y a plein de SCPI différents. Il y en a en fait plus de 200 en France. Et en fait, chacun a une stratégie particulière. L'avantage de la SCPI, c'est que tu vas acheter des parts et qu'en échange, tu vas toucher un loyer sans rien faire. Tu n'as pas à devoir gérer les locataires, tu n'as pas besoin de trouver de nouveaux locataires ou rénover les biens. C'est ça le métier de la société de gestion qui va gérer la SCPI. Mais attention, piège, les vieilles SCPI de banque sont souvent bourrées de frais d'entrée, parfois on parle de 10%, en fait c'est du vol. Alors regarde plutôt les SCPI nouvelle génération. On a Iroko Zen, on a Remake Live ou encore une des plus connues, c'est Quorum. En fait, sur ces nouvelles SCPI, tu as parfois 0 frais d'entrée et des rendements aux alentours de 6 à 7% en ce moment. En plus, ça te permet d'avoir une diversification mondiale car ces SCPI n'investissent pas qu'en France. Mais il y a aussi un risque avec les SCPI, c'est la liquidité, ou je devrais plutôt dire l'absence de liquidité. Tu peux en théorie revendre à n'importe quel moment tes parts de SCPI. Le problème, c'est que ce n'est pas garanti que quelqu'un veuille acheter tes parts.
Contrairement aux ETF où là, tu appuies sur un bouton et instantanément tes ETF se revendent au prix du marché, sur la SCPI, en fait, c'est la société de gestion qui va s'occuper de revendre tes parts. Et si tu revends pendant une crise immobilière, par exemple, il aura du mal à trouver un acheteur ou tu devras revendre tes parts à perte. Un autre désavantage, c'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté tes parts en SCPI, tu touches seulement tes premiers loyers après 6 mois. En fait, la société de SCPI a besoin de temps pour acheter des biens et trouver des locataires avant de pouvoir te payer un loyer. Bon, c'est plutôt logique. Moi, j'ai acheté mes premières parts de SCPI il y a 2 ans avec Comet qui investit uniquement en Europe, hors de France, dans des locaux commerciaux. Et depuis, je touche mes rendements passifs tous les mois sans exception. C'est plutôt pas mal. Bon, pour acheter des SCPI, il n'y a rien de plus simple. Tu peux le faire en ligne. Moi, je passe toujours par Louvainvest. Cela te permet d'avoir un cashback d'entrée. Je te mets d'ailleurs aussi mon lien de parrainage en description. Mais tu peux aussi acheter des SCPI avec ton assurance vie. Par contre, renseigne-toi bien sur la fiscalité avant de passer à l'action et regarde aussi les indicateurs clés des SCPI avant d'en choisir une. Il est important que la SCPI a un taux d'occupation de minimum 90%, que le parc soit bien diversifié en termes de secteur, de locataires et géographique. Est-ce que la SCPI est seulement en France ou alors elle est répartie partout en Europe, voire même en Amérique du Nord? Alors regarde bien ces indicateurs avant de faire ton choix. Les SCPI restent pour moi le complément parfait à tes ETF en action. Quand la bourse tousse, l'IMO te verse tes loyers. Un deuxième stabilisateur en investissement, ce sont les obligations. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation? En fait, c'est assez simple. C'est des titres de créance qu'on va faire à des États comme la France ou les États-Unis. C'est des prêts qu'on va faire aux entreprises et on va aussi les faire aux municipalités ou aux collectivités locales. Ensuite, ces municipalités ou ces entreprises ou ces États vont progressivement nous rembourser notre capital avec des intérêts en nous versant un coupon et à terme, ils nous rembourseront l'ensemble du capital. Les obligations, elles ont cet avantage, c'est qu'elles sont plus sûres parce que c'est un actif qui est beaucoup moins volatile. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que les obligations réagissent de façon inverse aux actions. Quand les actions baissent, les obligations augmentent et vice-versa. Donc, c'est intéressant de combiner les deux parce que les obligations vont venir amortir le choc lorsque le marché actions vont fortement baisser. Alors, il y a une troisième option dans mes stabilisateurs. Moi, j'achète aussi des métaux. J'investis dans l'or, j'investis dans l'argent. Récemment, j'ai investi dans platine et aussi dans le bronze. Ce sont des valeurs refuges. Quand tout va mal, en général, l'or et les métaux explosent. C'est ce qui s'est passé en 2025. L'or a fait plus de 60% et l'argent 162%. Alors comment on en achète? Avec un petit budget, oui, oublie les lingots sous l'oreiller. Le plus simple, c'est via un ETF or ou ETF argent qu'on appelle aussi des ETC. Il réplique le cours de l'or et de l'argent physique qui est stocké dans des coffres. Que tu choisisses la pierre, les obligations ou l'or, le but est le même. Quand le moteur boursier tousse, les stabilisateurs encaissent le choc. Alors pour un portefeuille équilibré, moi je mets environ 15% de mon argent dans des stabilisateurs, soit 1 500 €. Maintenant, on part sur la dernière partie de cette fusée, la dernière pièce manquante pour vraiment la faire décoller, le boost. On a la sécurité, on a la puissance et on a la stabilité. Maintenant, on va aller plus haut, plus vite. C'est les derniers 10% à investir et là, on mise sur de la nitro. Pour cela, il y a plusieurs options. En 1, tu as la crypto, ça peut faire x3, x10, mais ça peut aussi faire moins 50%. Alors si tu mets tout ton argent en crypto, en fait, ce n'est plus une fusée que tu construis, c'est un feu d'artifice. C'est joli, mais ça explose au visage. Donc, avec tes 10%, tu as ce qu'on appelle une asymétrie positive. En scénario catastrophe, tu vas à 0. Tu as perdu 1 000 €. C'est chiant, mais ta vie ne change pas. Et en scénario idéal, le Bitcoin fait x5 et tes 1 000 € deviennent 5 000 €. Ça booste la performance totale de ta fusée de manière incroyable. Forcément, la crypto, elle est encore toute jeune. Et si on compare ça à des actions ou à des obligations, alors il y a encore beaucoup de risques. On voit beaucoup de scams ou encore beaucoup de volatilité. Mais si tu veux essayer la crypto, moi, je reste sur le roi, le grand-père de la crypto, le Bitcoin. Et pour investir en crypto, il n'y a rien de plus simple. La plupart des plateformes de trading offrent des achats en crypto. Je recommande toujours Trade Republic, je te mets le lien en description. Mais bon, si la crypto ne t'intéresse pas, tu peux aussi aller chercher du 10 à 14% de rentabilité avec le financement participatif. C'est ce qu'on appelle le crowdlending ou le crowdfunding. Pour moi, depuis 1 an, c'est devenu un élément incontournable pour booster ma fusée. Alors, c'est quoi? Tu prêtes ton argent à des entreprises ou des promoteurs immobiliers pour qu'ils réalisent leurs
projet. En échange, il te rembourse avec de gros intérêts. Le crowdfunding et le crowdlending fait beaucoup débat. Certains jugent ce genre d'investissement un peu trop risqué. Et oui, je ne vais pas te mentir, c'est risqué, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Renseigne-toi bien avant d'investir ton argent. Moi, je montre ce que je fais, mais c'est à toi, selon tes objectifs et selon ton profil d'investisseur, de décider. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai investi 10% de mon capital sur ces plateformes et les rendements sont d'environ 12%. Je cible la plupart des projets avec des rendements mensuels, ce qui me permet de générer quelques centaines d'euros de revenus passifs tous les mois. Et pour ça, je te recommande 4 plateformes solides que j'utilise, mais bon, il y en a plein. Pour l'immobilier, c'est la première brique. C'est vraiment le leader français du crowdfunding immobilier. En fait, tu peux investir dès 1 euro. Il propose des projets souvent courts, moins d'un an, avec des taux autour des 10 à 12%. C'est ultra efficace et avec mon lien de parrainage en description, tu bénéficieras d'1% d'intérêt supplémentaire sur ton premier investissement. Si le projet est à 12%, tu recevras 13%. En deux, pour le crowdlending, si tu veux diversifier hors de l'IMO, regarde du côté de bien prêter pour financer par exemple des PME, des plateformes européennes comme Afranga et Swapper. C'est des plateformes qui te permettent d'automatiser tes investissements et visent souvent des rendements supérieurs à 12%. Pareil, je te mets tous les liens en description. Encore une fois, attention, qui dit haut rendement dit bien entendu risque. Un projet peut avoir du retard ou une entreprise peut faire faillite. C'est pour ça que je mets que 10% de mon capital ici. Et surtout, je diversifie. Ne mets pas tes 1000 euros sur un seul projet. Répartis-les sur 10 ou 20 projets différents. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, ce qui va booster la moyenne globale de ta fusée. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comme prévu, je vais te montrer les chiffres. Combien je peux espérer de rendement sur les prochaines années? Est-ce que ma fusée peut atteindre la Lune, Mars ou Jupiter? C'est le moment que vous attendez tous. Mais juste avant de te dévoiler les résultats, il faut que je t'explique un concept absolument fondamental en investissement. Un concept que la majorité des gens sous-estiment complètement. Et pourtant, c'est lui qui fait toute la différence entre épargner et devenir riche. Ce sont les intérêts composés. C'est tout simplement le fait de gagner des intérêts sur tes intérêts. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Au début, la boule est petite et grossit lentement, mais avec le temps, elle devient énorme et dévale la pente à toute vitesse. Alors, roulement de tambour, voilà les résultats. En rendement brut sur 20 ans, je peux espérer toucher 44 500 euros. Et si je calcule la même chose, net d'impôts et net d'inflation, je suis à 25 000 euros. Oui, ça fait mal, mais ça reste quand même plus du double. Je t'ai fait les mêmes calculs sur 30 ans. Et en brut, tu peux espérer 110 000 euros, puis en net 46 800 euros. On voit bien que le temps est ton allié en finance. Mais ce n'est pas tout, parce que l'investissement, pour moi, doit se faire de manière régulière. Alors si tu réinvestis ces 10 000 euros chaque année, soit 833 euros par mois, et toujours en gardant un fonds de sécurité, tu peux espérer, autre roulement de tambour, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après 20 ans, tu es à 320 000 euros. Et après 30 ans, tu as passé la barre du million. Tu es à 1 580 000 brut. Bon, en net, c'est du 679 000 euros. Là, je te parle du net, après impôts et après inflation, je te le rappelle. Alors, je ne sais pas toi, mais 679 000 euros net d'inflation et net d'impôts après 30 ans, cela te met sur une très bonne voie pour la retraite et pour ta liberté financière. Si tu te contentes de poser 10 000 euros, c'est bien. Mais si tu nourris la fusée avec 800 euros par mois, tu ne prépares pas juste ta retraite, tu deviens millionnaire et tu envoies ta fusée sur Jupiter. Les maths sont formelles. Évidemment, il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. J'ai pris des estimations, j'ai modélisé des hausses, donc forcément, c'est pas du tout sûr que ça va se passer comme ça. Mais par contre, ça te donne une bonne indication. Alors, je ne te dis surtout pas de suivre ma stratégie si tes objectifs sont différents. Si tu es proche de la retraite, reste sur des investissements plus sûrs. Si tu commences et tu es prêt à accepter les risques et les pertes, tu peux essayer de booster un peu plus ta fusée. On l'a vu, il n'y a pas de stratégie universelle. Chacun a sa stratégie et chacun doit être à l'aise avec les investissements qu'il fait. N'hésite pas à partager ta stratégie. C'est toujours très intéressant pour la communauté d'entendre d'autres opinions et d'autres stratégies. Et ça permet de continuer la discussion.